Alger, 1er juillet 1992. Les Algériens conduisent à sa dernière demeure leur président, Mohamed Boudiaf, qui vient d'être assassiné. Dans l'hommage spontané que lui rend la foule, notamment les jeunes, se perçoit la colère contre un système discrédité, contre des politiciens accusés de corruption, mais aussi la peur du vide, l'angoisse des lendemains. L'espoir n'est pas mort, la sincérité n'est pas morte. Il disait en arabe, Boudiaf est mort, il laisse un message, la jeunesse arrive et fera le nécessaire. Ali Haroun, membre du Haut Comité d'État, avocat et ministre des Droits de l'Homme en 1991. À mort, assassins, vous les avez tués, et puis vous faites semblant de pleurer, vous êtes des crocodiles. Et vous les suivez, vous le suivez, c'est une comédie, c'est inadmissible, c'est encore une insulte. Et alors on nous avait pris pour des gens qui étaient les ennemis de Boudiaf, et qui en plus, pour se camoufler, faisaient semblant de pleurer sa mort. Ahmed Djebar, conseiller de Mohamed Boudiaf. Je sentais que c'était foutu, c'est-à-dire qu'on allait réellement entrer dans la confrontation, que vraiment, ça allait être la guerre, quoi. Malika Abdelaziz, journaliste. Boudiaf a été populaire le jour où il a été assassiné, parce que les gens se sont aperçus qu'il avait été assassiné pour des raisons bien précises. Jean Audibert, ambassadeur de France à Alger de 1989 à 1992. La société algérienne n'a pas encore fini de payer les conséquences de l'assassinat de Mohamed Boudiaf. Ahmed Ben Naoum, sociologue. أيها السادة والسيدات السلام عليكم ورحمة الله. 6 mois plus tôt, le 16 janvier 1992, c'était un homme seul qui a été rappelé à Alger, un homme oublié, un inconnu pour la jeunesse algérienne. السيد محمد بوذياف كان في استقباله عند أرضية المطار كل من رئيس الحكومة السيد سيد أحمد غزالي وأعضاء المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الدستوري وأعضاء الحكومة وعدد من الضباط السامين في الجيش الوطني الشعبي ورفقاء الرئيس في الكفاح وعدد من أصدقائه وأقربائه. السيد محمد بوذياف صرح للإذاعة والتلفزيون بعد عودته. بارك الله وسلامك يوم خير إن شاء الله إن شاء الله تبقى خير ويلقى خير. ما هو شعوركم وأنتم تحلون بأرض الوطن؟ أنني واثق بفكرة وهو أن الشعب الجزائري كما في البرمي نوفمبر كما اليوم قادر باش يعني يتعدى كل الصعوبات. هذا لكن يعني كنا يعني شفنا قبل كل شيء الوحده نتاع الشعب الجزائري، وحدنا هذا الشعب راه قادر يعني على المعجزات. هذا ما شيء نقول لكم السلام عليكم. L'accord s'était fait sur son nom pour éviter le pire. Certains avaient vu en lui la caution qui leur permettrait de garder leur pouvoir. Boudiaf, lui, revenait pour redresser le pays. Le différend remontait à l'époque de la guerre d'indépendance.
troublé en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. C'est Boudiaf qui joue le rôle décisif dans la création du Front de libération nationale, qui le 1er novembre 1954 déclenche l'insurrection. Le FLN agit, lutte les armes à la main. C'est l'action qui soude les militants d'origines diverses. En 2 ans, le FLN, dans une lutte sans merci, conquiert le monopole du mouvement révolutionnaire. Il parvient à élargir la lutte et tient en échec l'armée française qui doit mobiliser le contingent. L'avion de Ben Bella et de ses compagnons avait été détourné. Et, dans la cour d'une prison d'Alger, Ben Bella, Mohamed Kider, Aït Ahmed, Boudiaf et Lachref. En octobre 1956, en regardant les actualités françaises, les Algériens découvrent pour la première fois le visage des dirigeants clandestins du mouvement. Parmi eux, Boudiaf. En 1962, après 8 ans de guerre, l'Algérie accède à l'indépendance au terme des accords d'Évian. Le GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne, dont Boudiaf est membre, entre dans Alger en liesse. Étouffé durant les combats, les dissensions entre dirigeants éclatent en plein jour. Dans les conférences de presse, il devient impossible de parler d'une seule voix. Ces entretiens décisifs se sont déroulés dans une atmosphère de fraternité et de compréhension. Notre déclaration à faire en mon nom. Monsieur Boudiaf maintenant prend la parole. Le peuple algérien attend beaucoup de sa récente victoire. Puissions-nous la lui concrétiser en lui donnant les moyens de se prononcer librement, et le plus tôt serait le mieux, de travailler, de s'instruire dans une Algérie enfin débarrassée du spectre de la dictature, quelle qu'en soit l'origine ou l'atteinte politique. J'ai confiance en l'avenir de mon pays, laquelle confiance repose avant tout sur le peuple et son avant-garde militante et révolutionnaire. En septembre, l'armée des frontières, commandée par le colonel Boumedienne, marche sur Alger et tranche en faveur de Ben Bella. Le GPRA doit s'effacer. Auréolé du prestige d'une victoire qui revient avant tout au peuple, l'armée s'impose pour longtemps comme l'indispensable pilier du pouvoir. Boudiaf s'élève contre ceux qu'il considère comme une dérive de la Révolution. En juillet 1963, il est enlevé et restera emprisonné 4 mois. On l'a accusé, vous avez entendu M. Ben Bella à l'Assemblée, on l'a accusé, sans l'accuser, mais enfin par allusion en tout cas, accusé de faire partie d'un complot contre la sûreté de l'État. Non, je ne pense pas. Vous ne pensez pas ou vous ne croyez pas? Enfin, mon mari est un vieux militant, il est militant depuis 20 ans et je ne pense pas qu'il puisse compléter contre. Enfin, il n'aimait pas M. Ben Bella. Non. Et vous pensez que c'est pour des motifs purement politiques qu'il a été arrêté? Oui, certainement. Mais qu'en fait, il n'avait aucune activité révolutionnaire ou clandestine? Non. Il a été arrêté, Boudiaf, parce qu'il avait des agissements que j'estimais dangereux pour son pays. Je n'ai pas du tout l'intention de créer des potences à chaque coin de rue. En septembre 1963, la Constitution adoptée par référendum consacre la place du FLN en tant que parti unique dans un régime de type présidentiel. Ben Bella, seul candidat, est élu à la présidence. Il n'en sera écarté en 1965 que par un coup d'État du colonel Boumedienne. Vous êtes étudiant, non? Je voudrais vous demander ce que les étudiants pensent de ce qui s'est passé à Alger. C'est pour qui? C'est pour la télévision française. Télévision française. Eh bien, je peux vous dire que les étudiants, ils passent beaucoup de mal ce qui s'est passé. Et là, vous considérez que cette prise de pouvoir du colonel... réactionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire, réactionnaire? Typiquement fasciste par la manière dont ça s'est fait. Fasciste dans la manière, mais peut-être pas fasciste dans les quand ça part, fasciste dans la manière, les prolongements obligatoirement suivent. Les chefs historiques, devenus opposants, sont peu à peu éliminés. Boudiaf, contraint à l'exil durant l'été 1964, finira par s'installer au Maroc. Son nom disparaît de l'histoire officielle, son image est effacée. Les années boumediennes, en dépit de la dictature qui interdit l'expression de toute opposition, sont des années d'espoir. Certains disent, pour que la révolution soit pure, il faut qu'elle soit laïque. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur cette définition. Il ne faut pas remplacer d'anciens prophètes par de nouveaux prophètes. À choisir
je le dis, je l'ai toujours dit, entre notre prophète, entre Mohammed et de nouveaux prophètes, moi le choix ne s'impose même pas. La tâche de l'heure pour le pouvoir, c'est la construction de la nation algérienne. Tout ce qui est susceptible de menacer l'unité de la communauté est écarté. L'islam, considéré comme composante de la nation algérienne, devient religion de l'État. À sa mort, en décembre 1978, Boumedienne laisse à son successeur, le colonel Chadli, un pays miné par la bureaucratie et la trop grande centralisation de son économie. De son exil marocain, Boudiaf, sollicité par la télévision française, dresse un bilan sévère. Les hommes qui sont au pouvoir ne sont pas nombreux, ils sont entourés de secrets, leurs délibérations ne sont pas connues. Et cela fait que les gens qui sont en dehors du sérail n'ont pas les possibilités réellement de prévoir ce qui peut se passer demain. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la question qui se pose à l'Algérie, c'est de savoir où c'est la continuité, où c'est le changement. Or, il existe des forces en Algérie qui sont pour le changement, au niveau des syndicats, au niveau des étudiants, au niveau des femmes, au niveau de l'immigration qui inquiète, qui se pose des problèmes. Et je pense que ce rapport de force, il faut le renforcer parce que la seule issue aujourd'hui pour l'Algérie ne peut être qu'une issue démocratique. Durant les années 80, la transition amorcée vers une économie de marché se traduit par une cure d'austérité socialement et politiquement explosive. Les réformes tentées ne font qu'attiser le mécontentement et les inquiétudes d'une population qui craint de perdre les avantages que le système lui assurait. Un emploi, un toit, des produits alimentaires de base à bon marché. Les jeunes, premières victimes du chômage, déclenchent des émeutes dans plusieurs villes du pays. Sur fond d'inculture économique, d'ignorance économique, du pouvoir de l'époque, c'est-à-dire du pouvoir de Chadli, sur fond de gabegie, de déstructuration de l'économie, de destruction de tout ce qui avait été construit dans la douleur, bon, eh bien, le jeu politique a consisté à monter les islamistes contre les modernistes. Eh bien, octobre 88 a été provoqué par un jeu de pouvoir, de clans du pouvoir, sans que ces clans ne s'aperçoivent que ça allait provoquer un séisme dans la société. Ces émeutes révèlent au grand jour l'ampleur de la crise. L'armée populaire à qui le pouvoir fait appel ouvre le feu. Le bilan officiel fait état de 159 morts. L'image de l'armée au sein de la jeunesse ne sera plus jamais la même. Mais il y avait eu, avant, à titre précurseur, si je puis dire, des émeutes localisées fortes, à Constantine, à Oran, plus l'agitation en pays kabyle à Tizi Ouzou dans les années 80. Donc c'était pas un événement complètement... cette explosion populaire d'octobre 88 n'était pas complètement inattendue. Ça avait été précédé par des secousses locales. ليك يا مواطن ونقول لك هل يرضيك ما يجرى أو ما جرى في الجزائر العاصمة أو في بعض الجهات القليلة الأخرى؟ هل هذا هو العمل الوطني؟ Après octobre 88, après la réforme de la Constitution, il fallait marquer d'une façon ostensible qu'on changeait de système. Alors, c'est à peu près à la même période que l'armée est sortie du FLN. Avant le comité directeur du FLN, il y avait un tiers de militaires qui faisaient la loi. Bon, donc l'armée est sortie officiellement, après un discours du parti, ex-parti unique, et on a nommé le chef d'état-major ministre de la Défense, ce qui était une espèce de normalisation. On se préparait à cette mutation et à ce changement à partir d'un système qui était un système bureaucratique, centralisé, de pouvoir économique d'État, et qu'on allait donc vers quelque chose qui allait introduire un peu de souplesse dans la vie politique et dans la vie sociale. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. La chaîne 3, fidèle à ses traditions d'ouverture, et pour concrétiser les orientations du président de la République relatives à la
démocratisation de la vie publique dans notre pays. L'événement est important, je dirais même qu'il s'agit d'une révolution, puisque pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie indépendante, des sensibilités différentes peuvent s'exprimer en toute liberté sur les antennes d'une radio d'État. Et puis il y a des lois de 89 qui décident que pour créer un parti politique, il faut être 15 personnes. Alors effectivement, en Algérie fleurissent, je ne sais pas combien de partis politiques. Ce n'est pas des partis politiques d'ailleurs, c'est des associations à caractère politique. Ce n'est pas un problème de rhétorique. Un parti politique, ça signifie, créer un parti politique, ça signifie avoir un congrès constitutif, un programme affiché, une direction connue, un règlement intérieur, un certain nombre de militants connus. Chez nous, on fait l'économie de tout ça. On fait l'économie de tout ça. Ça donne quoi? Donc ça donne des partis politiques qui se constituent sur la base de 15 adhérents, qui ont des programmes qui ne sont pas connus. Bon, parfois, ils n'en ont pas du tout. Et ça permet, dans cette espèce de magma général, de faire passer la reconnaissance d'un parti islamiste, qui en l'occurrence est le FIS. Bien que la Constitution ait prévu qu'aucun parti ne pouvait avoir, je dirais, une base idéologique fondée sur la religion. Bon, malgré ces dispositions constitutionnelles, le FIS a été reconnu, et donc c'était un parti nouveau. Il est clair que la légalisation du FIS s'est faite sur intervention personnelle du président Chadli Benjedid. Pour qu'il y ait un vrai multipartisme, il faut qu'il y ait dissolution du front. Puisque dans le front tel qu'il existait en 88 au moment de l'explosion et après, on savait très bien qu'il y avait différentes sensibilités, puisqu'il y avait des crypto-communistes et il y avait des barbes FLN, qui étaient les islamistes, les crypto-islamistes. Abbassi Madani, leader du FIS et ancien cadre du FLN, ne se satisfait pas d'un islam religion de l'État. Il veut passer à la République islamique. La prière, c'est politique. Il n'y a pas un parti qui peut rassembler ses militants 5 fois par jour, comme nous le faisons avec la prière. Les opposants historiques, Aït Ahmed et Ben Bella, invités à légaliser leur parti, regagnent Alger. Je rentre pour l'Algérie. Je ne rentre pas pour moi. Il faut un consensus, c'est-à-dire des concessions. Boudiaf, quant à lui, demeure sceptique et préfère se tenir à l'écart. Boudiaf disait qu'après 88, on a organisé un vide politique. Et ce vide, effectivement, l'atomisation, c'est un vide politique. Parce que quand il y a 50 000 partis, on ne sait pas de quelle tendance ils sont. Ils peuvent raconter n'importe quoi, on ne sait pas. C'est une espèce de vide politique qui va favoriser un parti politique qui, lui, a une stratégie et qui sait ce qu'il veut et qui est le FIS. Le fait du jour, c'est la victoire des islamistes lors des élections locales en Algérie. Si l'on en croit les premières estimations, le Front islamique de Salut l'emporterait dans la plupart des grandes villes. Fallait-il ou pas légaliser le FIS? C'est un débat qu'on aurait pu avoir le droit de mener dans notre pays. C'est un problème important qui concerne d'ailleurs tout le monde arabe. Faut-il ou non légaliser, dans un cadre constitutionnel républicain, des mouvements qui se réclament d'une autre logique que la logique républicaine, qui se réclament d'une autre logique que le suffrage universel, qui se réclament d'une autre logique que la souveraineté populaire, puisqu'ils considèrent que la souveraineté, c'est celle de Dieu. Les chefs du FIS le disaient. Le vote, la démocratie, c'est impie. Mais nous votons pour pouvoir éliminer la démocratie. C'est ça le FIS. On voit beaucoup dans le FIS la jeunesse qui les a suivis, les jeunes perdus des quartiers, tous ces jeunes qui voulaient exister, qui voulaient être. C'était très impressionnant d'ailleurs, ces jeunes qui voulaient être présents. احنا دائما حنايا رافضين الشاذلي يعني في كل وقت راحنا نقولوا له دير استفتاء للشعب واذا حبك الشعب اقعد واذا ما حبكش الشعب يا خويا وعلاش هذه الفوضى هذه اسمعتي حنايا ما حبيناش الرئيس ما حبيناش دائما يضربوا فينا ما حبيناش سيدي يبعدنا يا سيدي الرئيس هذا دوله اسلاميه. Le discours des islamistes est essentiellement justicialiste et se sert exclusivement de l'émotion provoquée par l'injustice des pouvoirs en place. En décidant d'organiser des élections législatives en décembre 1991,
Le pouvoir offre au fils la possibilité de parvenir à ses fins. Chadli était soumis à la pression du Front islamique du salut, qui demandait le plus rapidement possible des élections législatives et même des présidentielles. L'armée fait une déclaration, un éditorial d'El Djish sort, l'armée, Djish c'est la revue de l'armée, disant en clair, jamais on permettra à l'intégrisme de prendre le pouvoir en Algérie. Malgré ça, on va aux élections. Grande première démocratique en Algérie avec les premières élections pluralistes organisées depuis 1962, depuis l'indépendance. Auparavant, les députés étaient élus sur une liste unique du FLN. Cette fois, les 13,5 millions d'électeurs inscrits peuvent choisir parmi 5700 candidats représentant au total 49 partis. Il y avait toute une partie de l'état-major politique et de l'armée qui étaient persuadés, à la suite d'informations qu'ils avaient recueillies, de sondages qu'ils avaient faits, que le Front islamique de salut, aux élections législatives, ne ferait pas plus du tiers des sièges de l'Assemblée, qui aurait donc un gros tiers fils, un petit tiers FLN, et puis un dernier petit tiers, pour parler comme Marius, avec des Kabyles, des Mozabites, des mouvements divers, etc., et que tout ça permettrait de faire des alliances politiques. Oui, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, vous m'indiquez des résultats. Ce ne sont pas des résultats définitifs. Les résultats officiels seront annoncés par le Conseil constitutionnel. Il y a à peu près la moitié des sièges, un peu plus, qui ont été enlevés au premier tour, et on constate que le score réalisé par le fils est très important. Mais on savait que s'il y avait un deuxième tour, le Front islamique de salut avait, de façon inéluctable, les 2 tiers de la majorité de l'Assemblée et donc pouvait modifier la Constitution par un vote. Il y a la nécessité d'une riposte au danger que représente la mainmise du fils sur l'Assemblée nationale et la cohabitation avec Chadli Benjid, qui, avant les élections, a annoncé qu'il était tout à fait prêt à diriger l'Algérie avec un autre parti que le FLN. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Le fils est un phénomène important, grave, mais je pense que l'Algérie est très loin d'être l'Iran. Aït Ahmed tient avant tout à conforter au second tour les bons résultats enregistrés par son parti, le FFS. En organisant cette marche nationale, le Front des forces socialistes tente bien sûr de mobiliser cet électorat qui s'est largement abstenu au premier tour des élections. Mais c'est aussi sa façon à lui de lancer un message au pouvoir, pas question de remettre en cause le processus démocratique. Dans la presse française, certaines presses françaises, on a dit le FFS appelle à la poursuite du processus électoral. Bon, mais en réalité, ce n'était pas perçu comme ça du tout. C'était plutôt une manifestation populaire pour l'instauration de la démocratie. Mais dans les gens qui ont manifesté, et j'en connaissais beaucoup, il y en avait autant qui étaient pour la poursuite que ceux qui étaient pour l'interruption. Parce qu'après que Aït Ahmed ait appelé à cette grande manifestation, il y en a d'autres qui ont appelé à la manifestation, mais avec d'autres objectifs. Donc il y a eu Ben Hamouda, il y a eu Saadi, et eux, ils avaient constitué entre-temps le comité de défense de la République qui demandait l'arrêt du processus électoral. Et tout ça a manifesté ensemble. 2 jours après, nous avons tenu un conseil de gouvernement. Et vraiment, c'était mortel. C'était un conseil, je ne sais pas, c'était une veillée mortuaire. C'était complètement surréaliste, parce que parmi les mythologies algériennes, il y a les mythes français qui jouent un rôle important. Et donc, moi je me souviens des ministres qui me disaient, mais pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une cohabitation entre Chadli et les islamistes? Il y a bien eu la cohabitation entre Mitterrand et Chirac, c'est pareil, c'est pas de problème. Vous savez, quand même, il y a une nuance, enfin,
Alors, lorsqu'on a terminé la réunion, le chef du gouvernement n'avait pris aucune décision. Je me suis approché de lui, je dis, mais enfin, quelle décision a-t-on prise? On ne peut pas attendre. Le compte à rebours a commencé à tourner. Et il me dit, oui, oui, oui. Et Khaled Nzali, ministre de la Défense, général-major, un homme dans le système algérien excessivement important. Il me dit, moi je vais désigner 2 personnes, c'est-à-dire 2 généraux. Vous, 2 civils et 2 généraux, vous allez vous réunir et dites-nous, étudiez le problème. Alors, quelles étaient les possibilités pour arrêter le processus électoral? Première possibilité, dire à l'armée, stop, elle sort ses chars, elle dit, allez, je ne reconnais pas, c'est le coup d'État clair. Deuxième possibilité, prévoir que le président de la République démissionne avant le 2e tour. Pourquoi? Parce que la Constitution prévoit que, en cas de démission du président ou de décès ou de vacance du pouvoir, on doit, dans les 45 jours, procéder aux élections présidentielles. L'armée contraint Chadli à se retirer. La démission du président algérien Chadli Benjedid, démission annoncée tout à l'heure en direct à la télévision algérienne. Et j'espère que l'opinion publique algérienne saura apprécier cette responsabilité, cette décision. Je ne cherche pas à fuir mes responsabilités, bien au contraire, mais cette décision me semble indispensable vu la difficulté, la gravité de cette étape particulière. Et la position de la France, elle était de réserve? Tout à fait. Oui. C'est trop tôt pour prendre position. C'est-à-dire que le président de la République française a été un peu... Cette histoire de l'arrêt du processus avait été très très mal perçue en Europe et en particulier en France. Ce qui n'a pas été accompli en cette circonstance jusqu'au terme prévu devra l'être. Et que les dirigeants algériens s'honoreront en retrouvant le fil de la démocratisation nécessaire, qui passe forcément par des élections libres. Je viens en France où je vois les membres du cabinet de Mitterrand. J'essaie d'expliquer. Ça ne passe pas. En tant que ministre des Droits de l'Homme, je considère que lorsqu'une situation exceptionnelle se présente pour la vie d'un peuple, et qu'il s'agit, à ce moment-là, de défendre tout ce peuple. Parce que ce qui nous menaçait, nous, après le 15 janvier, c'était l'État islamique tel qu'il est conçu dans certains pays que je ne veux pas nommer ici. Ce que j'ai constaté à cette époque-là, c'est que dans les pays où on comprenait les motifs profonds de l'arrêt du processus électoral en Algérie, l'intégrisme islamiste ne trouvait plus tellement de compréhension. Par contre, dans les autres pays, eh bien, il a continué à s'installer et à se développer. Donc là, le 11 soir, après le départ de Chadli, on ne savait pas encore très bien qu'est-ce qui allait advenir. Donc il a fallu attendre le 13, la réunion du Conseil national de sécurité. Un haut comité d'État est créé à la hâte pour éviter une vacance du pouvoir. Mais il lui faut aussi un président qui soit un symbole fort. Un soir, vers 11h, minuit, nous sommes à 4, nous discutons, et puis je dis à Belkhaïd, j'ai dit, mais écoute, et si on demandait à Boudiaf de venir? Belkhaïd me dit, bien sûr, ce serait merveilleux, mais tu ne veux pas accepter. Quand il l'a eu au téléphone, il a dit, j'aimerais venir te voir. Bon, sa réaction, ça a été, pourquoi? Il a dit, il faut que je te voie absolument. Il a dit, si c'est pour encore une histoire de parti, parce que c'était les créations des partis à l'appel à ce moment-là.
Il a dit, si c'est pour une histoire de parti, je ne veux rien savoir, je suis observateur de loin, je ne... Alors il a insisté, il a dit, bon, tu n'as qu'à venir. Et il me dit, mais non, c'est pas possible. Alors au bout d'1 heure de discussion, j'ai dit, écoute, je comprends parfaitement et je vais te faire une proposition. Tu ne dis ni oui ni non. Tu viens, clandestinement, incognito, passer une nuit à Alger. Tu vas voir ces gens de l'armée, tu vas voir le gouvernement d'abord, tu vas voir le ministre de la Défense, tu vas voir les syndicats, enfin, tout ce qui compte actuellement en Algérie, pour te donner une idée plus réelle, plus concrète que ce que moi je peux te dire en 1 heure. Arrivé à Alger, Boudiaf consulte toute la nuit. Au petit matin, sa décision est prise. Il me dit, la situation est dramatique. Il accepte parce qu'il pense que sa stature, son histoire, sa capacité de rassemblement lui permettront de jouer un rôle dans cette transition et donc peut-être de surmonter les difficultés qui pourraient naître du pouvoir militaire ou de telles coteries au pouvoir. Donc je crois que c'est ça, c'est vraiment un patriote sincère et qui en même temps peut-être je dirais des rêves d'être le De Gaulle de l'Algérie. On a voulu lui faire endosser un personnage qui visiblement, il ne voulait pas endosser, il le disait, il n'était pas le sauveur de l'Algérie. Il n'y avait pas de Zorro, il le disait, sauvez-vous vous-même. C'était vraiment son message. Moi, je suis là, je vous appuie. Je compte avec vous et sur vous, mais il n'y a pas de sauveur, il n'y a plus de sauveur, il n'y a jamais eu de sauveur. كان هذا يوم رجوع السيد بوضياف إلى الجزائر. التحدي الجديد يقع اليوم على عاتق أعضاء المجلس الأعلى للدولة. La conviction de Boudiaf n'a pas changé. Il n'y a de salut pour l'Algérie que dans la modernité. Pour restaurer l'État, il faut que les dirigeants regagnent la confiance du peuple. Il vient, mais il se méfie de la sécurité militaire et des gens qui pourraient faire pression sur lui. Donc il veut bien avoir des rapports normaux avec un certain nombre d'institutions internes, mais il ne veut pas être prisonnier d'un clan ou d'un groupe. Et donc il s'entoure d'anciens collaborateurs à lui, d'anciens du PRS. J'étais responsable des discours de Boudiaf, en arabe. Enfin, il n'y avait pas de discours en français, c'était en arabe. Enfin, l'arabe de Boudiaf, hein, parce que l'arabe de Boudiaf, c'était un arabe classique, arabe populaire, dialectal, et un peu de français dedans. Donc un mélange. À part les grands discours qu'il a fait au début, en particulier les 2 premiers, où c'était de l'arabe classique où il lisait, et encore de temps en temps, il avait des tendances à vouloir sortir de son texte. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwani, akhawati. Assalamu alaikum. Il avait été censuré par la télévision, c'est-à-dire on voyait bien que son discours avait été monté, qu'on avait coupé des passages qui ne convenaient pas, je ne sais pas à qui. Donc c'était quand même assez surprenant. On faisait venir cet homme qui ne demandait rien à personne pour jouer le rôle de sauveur de la nation après une espèce d'échec politique total. Et la première chose qu'il subit, c'est la censure de ses propres services. Donc c'était inquiétant pour l'avenir. Allez-vous garder M. Sid Ahmed Rosali comme Premier ministre ou bien estimez-vous qu'il constitue encore un gage de stabilité et de crédibilité de l'Algérie à l'étranger? En tous les cas, Sid Ahmed Rosali, je l'ai dit, reste au gouvernement. Il y aura un remaniement ministériel prochainement pour resserrer cette équipe et de faire que Sid Ahmed Rosali, nous n'avons rien contre tous les cadres de l'Algérie. Nous voudrions seulement trouver des équipes capables de travailler. Changer de gouvernement, c'est lorsqu'on a un programme politique. Alors moi, j'avais compris ça, en tout cas mes camarades aussi, hein, c'est que nous avions vécu une période de transition. Le gouvernement gère tous les dossiers de l'Algérie qui étaient liés à la gestion quotidienne. Les dossiers sensibles étaient gérés à la présidence. Cette édition spéciale de la Marche du siècle ne recevra en effet qu'un seul invité.
Il s'agit de M. Mohamed Boudiaf, qui est président du Haut Comité d'État depuis exactement 2 mois. On en a marre des apprentis sorciers. On en a marre des apprentis sorciers dans la politique, des dinosaures du pouvoir qui font du népotisme, qui posent leurs frères comme ministres, qui font de la magouille, qui pillent le pays. On en a marre des apprentis sorciers religieux qui se prennent pour de nouveaux prophètes alors qu'il y a un seul prophète, c'est Mohamed, et il n'y en aura jamais d'autres. Tu vois, il y en a marre qu'on nous la fasse. Toutes ces jeunesses qu'on a mis de côté, ces jeunesses qui a été marginalisées, mon but c'est de faire que cette jeunesse puisse s'organiser autour de ces difficultés et être un élément de dialogue et un contre-pouvoir. Tant que cette société ne se structure pas, tant qu'il n'y a pas des partis représentatifs, cette armée jouera le rôle qui est joué. Et la révolte, dans cette situation et l'avance du fils, c'est parce que on lui fait supporter les erreurs du politique, tels que les événements de 88, que l'armée n'oublie pas. Et il s'est créé des conditions en Algérie où s'enrichir, ça donnait à la corruption, au privilège, c'est devenu quelque chose de normal. Et l'exemple vient d'en haut. Maintenant, avec cette justice, que peut-on faire? Mais j'ai rencontré dans ce corps de juges des gens révoltés, autant que celui de la rue, et qui sont décidés réellement à faire le ménage. Des dossiers, nous allons les préparer. Seulement, je ne voudrais pas que ça soit la chasse aux sorcières. Au fond, c'est un appel à ce que vous fassiez le ménage. En avez-vous les moyens? Pour l'instant, non. Au début, nous n'avions pas conscience que c'était une course contre la montre. Mais très vite, avec l'expérience que nous avions eue pendant les premières semaines, les premiers mois, on sentait que ça résistait quelque part. Et que par conséquent, il y a d'un côté des résistances qui pouvaient être efficaces, qui pouvaient être rapides et qui pouvaient être absolument fatales. Mais d'un autre côté, il y avait des potentialités extraordinaires. Si le relais pouvait être créé, elle pouvait contrer les résistances et elle pouvait les balayer. C'est le relais avec la jeunesse et avec le peuple profond. Je lui parle de la corruption. Il me dit oui, la corruption, mais la corruption, c'est systémique. Des gens qui ont utilisé leur position dans le pouvoir pour faire des affaires et qui n'ont même pas eu la décence d'investir ce qu'ils ont volé ou gagné en Algérie. Ils investissent en achetant des hôtels boulevard Saint-Germain ou en achetant des affaires aux États-Unis ou au Canada. Ils n'aident même pas, leur vol n'aide même pas, par l'investissement, à construire une économie nationale. Boudiaf a fait un tabac, si je peux m'exprimer ainsi, à partir du moment où il a commencé à parler de la mafia politico-financière. Boudiaf a accepté de signer le texte disant qu'il faut absolument qu'un ancien général à la retraite soit jugé pour corruption. Il a apposé sa signature pour qu'un ancien juge à la retraite soit jugé. Il a signé aussi la décision d'arrêter, de mettre en prison et de juger Hadj Bettou, considéré comme un symbole de trafic transfrontière. Mais pour mener une action contre la corruption, il faut quand même un appareil, il faut une administration, il faut des magistrats, il faut mettre en place quelque chose, une machine à réprimer. Et donc il faut le temps. Et c'est ça qu'il n'a pas eu. تلك الأمور فقلبي جزائرنا ليست بلبنان اللهم هذه البلاد فرعها واحفظ شعبها من فتنة العدوان وصل مولانا على الحبيب محمد وبشره ربنا بدولة القرآن والسلام عليكم ورحمة الله. Monsieur le Président, il y a eu des critiques au sujet de l'utilisation des mosquées à des fins, à des discours politiques. Et quel est le rôle que vous envisagez pour la religion en politique? Est-ce qu'il y a un projet de limitation, voire même d'interdiction, comme dans d'autres pays, de l'utilisation de la religion à des fins politiques? Nous visons à travers la démocratie une société égalitaire, une société moderne, une société qui s'ouvre sur l'extérieur, une société qui s'ouvre sur l'universel, au lieu d'une société qui va nous ramener 13 siècles en retard.
C'est pourquoi nous pensons que la mosquée, dans ce domaine, peut aider dans le domaine des mœurs, dans le domaine du comportement, dans le domaine, dans divers domaines, à servir cette société, à ne pas la desservir. Et l'islam n'a jamais été, l'islam sunnite n'a jamais été pour les extrêmes, n'a jamais été pour le sang. Parce que quand un type se prétend être un musulman et que se permet d'envoyer des jeunes pour tuer d'autres jeunes de la même nationalité, ça, ce n'est pas notre islam. Notre islam, c'est l'islam de la tolérance. Notre islam, c'est cette religion qui doit nous aider à nous trouver nous-mêmes. Et l'Algérie, il a des choses, son islamité, son arabité, sa berbérité, tout ça, c'est le contenu de la société. Nous ne voudrions pas que l'arabité ou la berbérité soient utilisées ou manipulées en vue de diviser ce peuple. Nous sommes en état de guerre subversive. Est-ce qu'il faut employer les moyens de guerre ou est-ce qu'il faut employer les moyens de paix? Ce n'est pas tout à fait la guerre classique, mais c'est tout de même une guerre, enfin une force armée terroriste. Nos 5 portraits étaient placardés dans les mosquées avec condamnés à mort par le Fils. Ce sont des tyrans et quiconque exécute l'un de ces hommes ira droit au paradis. Vous avez hier, en recevant la presse nationale, parlé de dialogue national. Est-ce que ce dialogue irait jusqu'à discuter avec le Fils ou certains de ses dirigeants actuellement prisonniers? Il faut dialoguer avec les gens qui posent les problèmes de la démocratie en termes sains, en termes clairs, mais pas avec des gens qui utilisent la mitraillette et le reste, et de deux. Je pense que s'il y a dialogue avec la société algérienne, qui est constituée dans sa grande majorité par la jeunesse algérienne, c'est de pousser cette jeunesse à s'organiser autour de ses difficultés, à présenter des programmes. Et je crois que c'est là le grand dialogue. Boudiaf, quand il est venu en Algérie, dans son esprit, il n'était pas venu pour combattre le Fils. Sa préoccupation, ce n'était pas ça. Sa préoccupation, c'était l'Algérie est en crise. Le Fils était un aspect. Parce qu'après, on l'a montré comme étant celui qui est venu, son action pendant les 6 mois, c'était contre le Fils, mais pas du tout. Son action s'inscrit dans un cadre beaucoup plus global, et puis lui, il était venu pour débloquer une situation de crise. Le 4 mars 1992, sur plainte de l'armée, le Front islamique du salut est dissous par le tribunal administratif d'Alger. Lorsqu'on a posé la question à Boudiaf, il a répondu, si j'ai bonne mémoire, effectivement, il y a 9000 détenus dans les camps. S'il fallait en placer 20 000 ou 30 000, je le ferais sans état d'âme, parce que je suis à un niveau où il faut que je restaure l'ordre. Entre 10 000 ou 15 000 personnes détenues et les dangers que court le pays, moi, au poste où je suis responsable et j'interne ces personnes-là. Il y a toujours l'inquiétude à l'étranger sur les droits de l'homme ici. Il faut sauver l'Algérie. Et ça passe au-dessus de toutes ces considérations. Notre but, c'est que si, par exemple, on avait les possibilités, bon, on aurait bien voulu que ça marche bien, que la situation économique soit resplendissante, mais nous sommes devant un état de fait contre lequel il faut agir avec discernement, dans les cadres de certains principes. Nous ne sommes ni pour la répression, ni pour brimer des gens, mais nous voudrions que notre pays revienne à une certaine stabilité, à un certain ordre de l'égalité, et cela ne peut pas se faire après tout ce qui a été fait pendant ces temps derniers, et cela nous sommes obligés de supporter, de corriger. Eh bien, on ne peut pas corriger facilement comme ça. Il jouissait d'un prestige personnel, mais pas d'une autorité légale, j'allais dire, émanant des urnes. Estimez-vous avoir une manœuvre assez large pour mener la politique que vous souhaitez? À savoir qui j'ai les coudées franches, il y a une communauté de pensée de tout ce petit groupe qui travaille dans le même sens et dont le but est de redresser l'Algérie et de lui faire dépasser cette situation que je dirais un peu difficile. Il ne pouvait pas faire abstraction de ce qui existait et de ce qui étaient les éléments du pouvoir.
à la fois du pouvoir au sens de l'État, au sens de la gestion au quotidien, donc du gouvernement, et aussi de tous les éléments du pouvoir qui sont les partis politiques, ceux qui ont resté du parti unique, l'armée, les services de sécurité, toutes les institutions structurées du pays, les syndicats, parce que le pouvoir, on se trompe quand on dit qu'en Algérie, le pouvoir est uniquement à tel endroit. Il est diffus, même si c'est très facile ensuite de dire l'opacité permet de conclure que c'est uniquement telle ou telle personne qui tire les ficelles. C'est beaucoup plus complexe que ça. Même quand on a envie de tirer les ficelles, on ne les tire qu'avec un minimum de consensus. Ça, c'est très important pour l'Algérie et c'est lié à sa culture et à ses traditions. Pas ses traditions de parti unique, ses traditions profondes. Alors les clans dans le pouvoir, ils se regroupent comment en Algérie? Ils se regroupent le plus souvent sur une base régionaliste, pas régionale, mais régionaliste. C'est l'un des obstacles majeurs à la construction de la démocratie et à la culture, à la culture démocratique dans la société. Pour faire évoluer ce système, Boudiaf commence à formuler l'idée du Rassemblement patriotique national, le RPN, qui doit permettre aux forces vives du pays de s'organiser, de devenir le levier du changement. Qu'est-ce que vous allez dire à des jeunes qui vivent à 10 dans une pièce, qui sont au chômage, qui n'ont pas d'argent? Et il y en a chaque année, comme vous le savez, beaucoup qui vont venir sur le marché, qui ne trouveront pas de travail dans les années à venir. C'est comment on peut les convaincre qu'il va se passer quelque chose. C'est pourquoi j'ai posé le problème du rassemblement démocratique en m'adressant aux jeunes. Je sais que ces jeunes attendent de tout. Et il dit, c'est un parti ou un mouvement qui va se créer et qui va, lui, il fallait le créer rapidement, au mois de mai-juin, pour lui permettre de préparer les élections présidentielles. Mais pas comme un relais uniquement, comme un débni oui-oui. C'était conçu comme concevait Boudiaf le rôle du peuple. Le rôle du peuple, c'est une force pour concrétiser une politique, mais c'était aussi, lui, le gardien du temple, pas le pouvoir. C'était lui qui devait, à chaque fois, exprimer le réajustement. Tous les petits partis et les grands partis et certains leaders historiques qui pensaient que peut-être c'était à eux d'être là et non pas à lui, d'être là où il était, c'est-à-dire dans le siège de la présidence, ont commencé tous à l'accuser de vouloir recréer le FLN, de vouloir je ne sais pas quoi, de vouloir coiffer, de vouloir diriger. Donc il y a eu ce type d'accusation. Dans la plateforme du RPN, il y a quelque chose qui est absolument inouï, en tout cas inhabituel, pour la culture politique des Algériens pour les 30 ans d'indépendance. Il y a le mot « il faut que les militants qui sont dans le RPN fonctionnent comme un contre-pouvoir ». Vous avez encore des questions, s'il vous plaît? Allez-y, parce que je vais arrêter, parce que je pense que nous avons fait le tour de toutes les questions. Et je vous remercie beaucoup. Et je vous fixe rendez-vous pour la prochaine, pour nous expliquer. Merci beaucoup. Et il me dit... comme on dit, enfin, il a dit en arabe, Allah yakharrijha ala khair. Alors moi, tout de suite, je lui dis, on repart chez nous. Il me dit, c'est pas facile. Repartir, c'est pas facile, mais enfin, pourvu qu'on me laisse le temps. Et ça, il le disait toujours, pourvu qu'on me laisse le temps, parce que quelque part, il savait que ça arriverait. D'ailleurs, la veille de notre retour, il l'a dit. Il a dit ici, il a dit, je vais rentrer, mais je suis sûre qu'ils me tueront. Et quand je lui ai dit c'est un suicide, il m'a dit non, c'est le devoir pourvu qu'on me donne le temps de faire quelque chose. لدى وصوله رفقة السيد رضا مالك رئيس المجلس الوطني الاستشاري وجد في استقباله السلطات المحلية العسكرية والمدنية. Boudiaf entreprend pour la première fois une tournée de voyage à l'intérieur du pays. Après 5 mois à la présidence, il a besoin d'un dialogue direct avec la population. Il veut faire connaître son projet de rassemblement, en expliquer le programme. Pendant ces 166 jours, le pouvoir était crédible. Et le pouvoir pouvait faire tout ce qu'il voulait en direction de la société, et la société aurait adhéré, commencé à adhérer d'une manière très forte. Il ne faut pas exagérer. Je dirais l'opinion favorable qu'on avait de Boudiaf en Algérie. Bon.
C'est vrai qu'il touchait les gens. Les gens étaient intéressés par son discours. Mais, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, le fait qu'il y ait toujours le même gouvernement, que rien n'ait changé par ailleurs, enlevait un peu de crédibilité à la nouveauté de son discours, d'une part. Et d'autre part, cette venue, cette arrivée, ce discours nouveau coïncidait aussi avec une phase de répression très forte, qui touchait beaucoup de familles. C'est rare, dans l'histoire des peuples, qu'il y ait une rencontre entre un homme et son peuple. Moi, je pense que l'Algérie a une chance. C'est arrivé avec Boudiaf. Excusez-moi de l'émotion. C'est arrivé. Et pour ça, le combat de Boudiaf continue. Le 29 juin, à Annaba, qui est pour lui une ville test, il saisit l'occasion d'une rencontre avec les jeunes cadres et chefs d'entreprise pour prononcer un discours qui doit faire date. قال ما هو المشروع نتاعكم الاقتصادي؟ اليوم الاقتصاد توسع، العلوم توسعت، والدين نتاع الاسلام يساير هذه المواكب الكل، هذو اللي يكونوا يعني حقيقه مسلمين، لان الاسلام يواكب هذا التقدم، مجتمع اللي يستاهل يعني قيمه نتاع يعني شعب ما يقبلش مسائل كيما هذا. هنا شوفوا هذا الدول اللي فاتتنا، باش فاتنا؟ فاتنا بالعلم والدين نتاع الاسلام. Dans son rapport, la commission d'enquête conclut « Nous sommes amenés à considérer que l'assassin n'a pas agi seul, que derrière lui, il y a des instigateurs, un groupe, une organisation. Qui sont-ils? C'est la question fondamentale. » Cette même commission se déjugera plus tard et classera le dossier en officialisant la thèse d'un acte isolé. Pour eux, c'était un vieillard de 73 ans qui était loin de la réalité nationale, qui n'était au courant de rien. Donc, ils pouvaient l'utiliser ou le manipuler comme ils voulaient, mais ils se sont rendus compte non seulement qu'ils ne pouvaient pas le manipuler, mais d'un autre côté, il a balayé tout ce monde. Et je crois qu'ils ont pris peur quand il a commencé de parler de corruption, de cette mafia. D'ailleurs, tout le monde l'a dit après ses déclarations. Et ils ont dit, je crois qu'il vient de signer son arrêt de mort. Et moi-même, je l'ai dit quand il les a défiés à la télé. Ceux qui l'ont tué ont fait d'une pierre deux coups, peut-être même 3 coups. Ils ont protégé leurs intérêts de clans, de gangs, de mafia. Ils ont tué une possibilité d'échappatoire, d'alternative au système politique que nous connaissons depuis 62 et qui est allé en dégénérant au fil des ans. On ne saura jamais la vérité, nous vivants. On le saura plus tard parce que l'histoire découvrira des archives peut-être. Et par contre, la mort de Boudiaf aurait dû être une renaissance, hein, sans faire de... Une renaissance, c'est-à-dire un démarrage politique ou une continuité politique. L'assassinat a coupé court. Et évidemment, le soupçon est revenu. Et le pouvoir est devenu un pouvoir illégitime parce que non crédible. Et jusqu'à maintenant, malgré les élections, malgré toutes les élections qu'on peut faire, eh bien, le pouvoir n'a pas reconquis un semblant de crédibilité. Les Algériens sont de plus en plus méfiants et n'ont jamais été aussi méfiants que maintenant.